Bonjour, merci beaucoup docteur, merci beaucoup mes amis. On est là aujourd'hui pour faire une présentation sur les effets de la COVID-19 et le conflit russo-ukrainien sur l'économie africaine dans cette journée qui est dédiée à la création de l'Union européenne. Notre présentation sera inspirée du livre Perspectives économiques en Afrique 2022, Soutenir la résilience climatique et une transition énergétique juste en Afrique. Donc, performance et perspectives économiques de l'Afrique. Notre présentation va s'articuler sur les points suivants. Performance et perspectives de croissance. Perspectives de croissance par région, par groupe de pays. Et financement de la reprise économique et objectif de réduction de la pauvreté. La reprise économique après la crise sanitaire de coronavirus. Performance et perspectives de croissance. Donc, c'est la croissance du PIB réel en pourcentage de 2019 à 2023. On a ici le PIB de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe pour les années de 2019 à 2023. Après s'être contracté de 1,6 en 2020, on constate que le PIB de l'Afrique a augmenté de 6,9 en 2021. Donc, la croissance moyenne de l'Afrique devrait baisser à 4,2 en 2022 et 2023. Décélation due au changement des effets de base et des incertitudes résultant de la persistance de la pandémie de COVID-19, des conséquences des changements climatiques et des tensions géopolitiques, y compris le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, valeur, ici on a la valeur de l'indice directeur d'achat des 6 grands pays de l'Afrique de 2017 à mars 2022. On constate que l'amélioration de l'activité économique s'est traduite par une hausse de l'indice des directeurs d'achat dans 4 des 6 premières économies, telles que le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. On constate que les 4 pays représentent seulement 52% du PIB de l'Afrique en 2021. Avec la forte reprise en Afrique et la forte reprise est due à la réouverture presque complète des économies faisant suite au ralentissement des infections et des décès liés à la COVID-19. Le déclenchement du conflit russo-ukrainien en février 2022, on constate qu'en février 2022 que l'indice a été baissé, donc c'est à cause du conflit russo-ukrainien qui a commencé en mars 2022. Donc ici, toujours dans les perspectives de croissance par région, par groupe de pays, aussi, ici on a les régions, on a 5 régions. On a scindé l'Afrique en 5 régions avec des groupes de pays, les pays exportateurs du pétrole et les pays à une intensité de ressources naturelles fortes et des pays à des intensités de ressources naturelles faibles et des pays qui dépendent du tourisme. Ici, on constate que l'Afrique du Nord, donc que la Mauritanie fait partie, a enregistré le taux de croissance le plus élevé, passant d'une baisse de 1,3 en 2020 à une hausse estimée à 11,7 en 2021. Sa croissance devrait tomber à 4,5 en 2022. On a dit que cette décélation du PIB, ça peut être dû à la reprise après le Covid-19. On a les régions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est ont toutes trouvé avec une croissance positive en 2021 avec une perspective stable à l'encontre que l'Afrique du Nord en 2022 et 2023. On a l'Afrique australe qui aura été la région la plus durement frappée par la pandémie de Covid-19 avec une contraction de 6% en 2020 a enregistré une solide croissance de 4,2 en 2021. Cette tendance devrait s'inverser, baissant à 2,5 en 2022 à mesure que s'estompent les effets de la relance budgétaire. Donc, en termes de caractéristiques économiques, les économies qui reposent sur le tourisme ont enregistré la reprise la plus forte, passant d'un recul de moins 12,7, qu'on voit ici, moins 12,7 en 2020, à une croissance de 4,4% en 2021, avec une perspective stable en 2022 et 2023.
rebondissement tient largement au succès des programmes de vaccination contre la COVID-19 et à l'assouplissement des restrictions imposées aux déplacements. Donc, les pays exportateurs de pétrole ont enregistré des taux de croissance élevés estimés à 8,1 en 2021. Ça peut être dû par les mesures de sanctions prises contre la Russie. Ça peut expliquer que leurs taux de croissance ont croissé ont une croissance. Donc, pour ce qui est les perspectives de croissance économique de l'Afrique pourraient toutefois être améliorées par plusieurs voies. Donc, par le voie du déploiement de la vaccination de masse sur le continent, on constate que le taux de vaccination est très faible en Afrique comparément au reste du monde. La promotion d'une normalisation plus possible des activités socio-économiques, un nouveau coup de pouce monétaire et fiscal, un règlement global du problème de la dette, des efforts plus importants pour accélérer la transformation structurelle, une reprise économique mondiale plus forte que prévu. Donc, les projections de croissance de l'Afrique sont entachées d'une grande incertitude due principalement à l'évolution de la pandémie de COVID-19. Donc, la crise sanitaire de COVID-19 est toujours présente. Le conflit russo-ukrainien et les sanctions liées imposées à la Russie et l'Ukraine comme l'exportateur mondial des blés et des produits alimentaires. Les préoccupations climatiques et environnementales et autres perturbations exogènes qui pourraient causer des graves dommages à la production intérieure compte tenu de la forte dépendance à l'agriculture des économies africaines. Donc, pour ce qui est de la financement de la reprise économique et objectif de la réduction de la pauvreté, ici on a le graphique, on a 3 scénarios. On a le scénario de base qui ne prend pas en considération ni le COVID-19 ni le conflit russo-ukrainien. On a le scénario sans le conflit russo-ukrainien et on a le 3e scénario qui prend en considération la crise sanitaire de COVID-19 et le conflit russo-ukrainien. On constate que selon les estimations du rapport, les pays africains ont besoin d'environ 432 milliards de dollars pour faire face aux impacts socio-économiques de la pandémie de COVID-19 et pour soutenir la reprise économique en 2022 et 2023. Selon les projections actuelles, l'Afrique aura besoin de plus d'une décennie pour rattraper les taux d'extrême pauvreté près de COVID-19. Donc, les estimations de la Banque ont montré que 28,7 millions d'Africains supplémentaires ont prolongé dans l'extrême pauvreté en 2021 par rapport aux chiffres projetés pré-Covid, donc ici dans le scénario de base de pré-Covid, contre environ 26 millions en 2020. Ce chiffre devrait atteindre 29,6 millions en 2023 et en 2022 et 2023. Donc, la pandémie de COVID-19 a contraint environ 29 millions d'Africains à l'extrême pauvreté en 2021, comparativement aux projections antérieures à la pandémie, et 30 millions de personnes supplémentaires devraient tomber dans l'extrême pauvreté en 2022 et 2023. Si la guerre entre la Russie et l'Ukraine persiste, donc 1,8 million d'Africains supplémentaires pourraient se retrouver dans l'extrême pauvreté en 2022 et 2,1 millions supplémentaires devraient les suivre en 2023. Ici, on a les projections de l'impact du conflit russo-ukrainien sur l'extrême pauvreté en Afrique par pays 2022 et 2023. Ici, on a l'ensemble des pays en Afrique. Ici, on constate que l'effet de la crise russo-ukrainienne sur la pauvreté est très faible d'un pays à l'autre. Ça dépend donc de chaque pays, selon sa structure économique, notamment selon qu'il s'agit d'un exportateur net ou d'un importateur net de pétrole et d'autres produits de base. La plupart des personnes qui ont récemment basculé dans la pauvreté en raison de la COVID-19 et du conflit russo-ukrainien vivent en Afrique de l'Ouest et constitueront une moyenne d'environ 39% du total en 2021 et 2023 des chiffres. L'Afrique du Nord, hors la Libye et l'Afrique de l'Est, avec la croissance du PIB réel par habitat la plus faible en 2021 et 2023, 2,7 et 2,4 respectivement, devraient afficher les plus faibles augmentations
des taux et d'extrême pauvreté au cours de cette période, 0,5 et 2,1 points de pourcentage respectivement. On constate que le Nigeria enregistre la plus forte hausse de pauvreté. Ici, on a le conflit russo-ukrainien et ses impacts sur l'Afrique. L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions prises contre cette dernière ont été source de coûts et de volatilité pour l'économie mondiale, transmis par trois canaux principaux, sont les prix des produits énergétiques ou non énergétiques, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, les marchés financiers. Ceux-ci ont des conséquences directes et indirectes sur les économies africaines. Donc, la Russie et l'Ukraine sont toutes les deux des acteurs clés sur le marché mondial de l'agroalimentaire. 25% du commerce mondial du blé, ça vient de la Russie et de l'Ukraine. La moitié du commerce mondial de l'huile de tournesol. 30% des exportations mondiales d'orge. Cette domination pose un défi majeur au continent africain. En 2021, le blé et le maïs fait 41,6%, soit 3,5 milliards de dollars des 8,5 milliards de dollars des marchandises exportées par la Russie et l'Ukraine vers l'Afrique. Dans le cas de l'Ukraine, le blé, le maïs et les graisses et huiles végétales représentent 58% de ses exportations vers l'Afrique. Les défis au-delà de la COVID-19 et du conflit russo-ukrainien, la menace existentielle du changement climatique. Donc, outre la COVID-19 et le conflit russo-ukrainien, le monde est confronté à la menace existentielle du changement climatique et l'Afrique est la région du monde la plus vulnérable aux catastrophes climatiques. On constate 5 des 10 pays les plus touchés par le changement climatique et les événements météorologiques liés au climat en 2019 se trouvent en Afrique, avec 131 catastrophes liées au changement climatique et aux conditions météorologiques extrêmes ont été enregistrées sur le continent en 2020-21, dont 99 inondations, 16 tempêtes, 14 sécheresses et des incendies de forêt. Toutefois, le changement climatique peut également être considéré comme une occasion de passer à la croissance verte et à la création d'emplois, en tirant parti des avantages d'une transition énergétique équitable en Afrique vers des systèmes d'énergie durables et renouvelables. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Je vous présente des slides sur l'intégration économique en Afrique. D'abord, qu'est-ce qu'une intégration économique? Une intégration économique est définie comme étant un processus par lequel le pays cherche à promouvoir le développement économique et social en mettant en place des accords. Ces accords peuvent prendre plusieurs formes qui sont d'abord une zone de libre-échange. Il s'agit d'un accord entre les pays participants pour éliminer les droits des douanes et les quotas sur les biens échangés entre eux. Deuxièmement, union douanière. Union douanière, en plus de la suppression des barrières tarifaires, une union douanière implique également l'adoption d'une politique commerciale commune. Troisièmement, marché commun. Au-delà des aspects commerciaux, un marché commun permet également à la libre circulation de facteurs de production, c'est-à-dire le travail et les capitaux. Quatrièmement, l'union économique et monétaire. Cette forme d'intégration économique implique non seulement la coordination des politiques économiques, mais aussi l'existence d'une banque centrale unique et des institutions économiques aussi uniques. Les communautés économiques régionales jouent un rôle clé dans la promotion de l'intégration économique et du développement régional sur le continent. Depuis la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, le continent africain a connu plusieurs noms et formes d'intégration régionale. Actuellement, il y a 8 communautés économiques qui sont reconnues par l'Union africaine. L'Union du Maghreb arabe, les marchés communs de l'Afrique orientale et australe, la communauté des États sahélo-sahariens, communauté de l'Afrique de l'Est, communauté économique des États de l'Afrique centrale, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, autorité intergouvernementale pour le développement, communauté de développement de l'Afrique australe. La zone de libre-échange
une zone créée récemment par l'Union africaine. Cette zone est un accord commercial qui vise à créer un marché unique pour les biens et les services en Afrique. L'accord a été signé en mars 2018 par 44 pays africains à Kigali, au Rwanda, et est entré en vigueur le 1er janvier 2021 après sa ratification par 22 pays. Les objectifs de la ZLECA, on peut citer l'un de ces objectifs. D'abord, créer un marché unique pour les marchandises et les services. Et contribuer à la création de capitaux et à la circulation de capitaux et de personnes physiques et faciliter les investissements. Troisièmement, promouvoir et réaliser le développement socio-économique inclusif et durable et promouvoir aussi l'égalité. Quatrièmement, renforcer la compétitivité des économies des États parties au niveau continental et mondial. Cinquièmement, renforcer la compétitivité des économies des États parties au niveau continental et mondial aussi. Et on a ici des statistiques de la Banque mondiale. La ZLECA représente le plus vaste marché du monde depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. Selon la Banque mondiale aussi, la mise en œuvre de cette zone de libre-échange va permettre d'éliminer progressivement 40% des droits de douane entre les pays membres, de sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté et d'augmenter le revenu de près de 68 millions d'autres personnes qui vivent avec moins de 5,50 $ par jour. D'augmenter le revenu de l'Afrique de 450 milliards de dollars d'ici à 2035, soit une progression de 7%, tout en ajoutant 76 milliards de dollars au revenu du reste du monde. D'accroître de 560 milliards de dollars les exportations africaines, essentiellement dans les secteurs manufacturiers. De favoriser une progression salariale plus importante pour les femmes, plus de 10,5%, que pour les hommes, plus de 9,9%. D'augmenter de 10,3% les salaires des travailleurs non qualifiés et de 9,8% celui des travailleurs qualifiés. Il y a aussi des défis et contraintes qui se posent dans le processus de mise en œuvre de cette zone de libre-échange. Parmi ces défis, on peut citer l'écart économique entre les pays membres, l'écart technologique aussi, la non-stabilité politique de certains pays membres. En conclusion, l'intégration régionale en Afrique passe par une phase très importante en créant le marché commun de l'Afrique. Un marché qui offre énormément des opportunités aussi à ses défis et ses obstacles. Et enfin, je pose la question, quelle place joue l'économie mauritanienne dans cette intégration? Et merci pour votre attention.